Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19 h à Tombouctou au Mali, 20 h à Libreville. Voici les titres de cette édition d'information sur Canal 7, votre nouvelle chaîne panafricaine. D'abord, en France, l'événement, c'est évidemment le grand retour de Nicolas Sarkozy sur la scène politique. Il a officialisé vendredi sa candidature à la présidence de l'UMP. En République démocratique du Congo, la polémique autour de la révision constitutionnelle n'en finit plus. Le gouvernement a répondu à l'Église catholique qui a récemment manifesté son désaccord au sujet de cette révision. Et puis dans la rubrique culture de ce journal, nous irons à Paris où le musée de Picasso rouvre ses portes le temps des journées du patrimoine de ce week-end. Comme nous le disions à l'ouverture, en France, l'actualité de ces dernières heures, c'est d'abord le retour de Nicolas Sarkozy sur la scène politique. Près de 2 ans et demi après sa défaite, l'ancien président tente de reprendre les commandes. Il a annoncé vendredi sa candidature à la présidence de l'UMP et met le cap sur 2017 en promettant un nouveau choix politique qui dépasse les clivages traditionnels. La classe politique n'a pas tardé à réagir. Un sujet de nos confrères de l'agence France Presse. C'est un jour de joie devant les bureaux de Nicolas Sarkozy. Les amis de l'ex-président ont retrouvé leur champion. Les Français attendent qu'une voix forte puisse s'exprimer. Nicolas Sarkozy aujourd'hui peut prendre ce nouveau départ, donner ce nouvel élan. Je suis candidat à la présidence de ma famille politique. Je proposerai de la transformer de fond en comble. C'est par ces quelques mots postés sur Facebook que Nicolas Sarkozy revient dans l'arène politique. Plus de 2 ans après sa défaite face à François Hollande, la gauche, elle, retrouve son meilleur adversaire. A-t-il changé? Nous en doutons. Le retour à la réalité sera plus difficile que le retour sur Facebook. Un retour qui suscite des réactions mitigées chez les Français. Que Nicolas Sarkozy revienne en politique, j'en ai rien à foutre. Je trouve qu'il est dans trop d'affaires pour annoncer là maintenant son retour en politique. Bon, après c'est peut-être le cas de beaucoup d'autres, quoi. C'est une bonne nouvelle parce qu'on va voir enfin quelqu'un qui a un petit peu de poigne et qui dit les choses franchement. Reconquête de l'opinion, présidence de l'UMP en novembre, primaire en 2016, le retour de Nicolas Sarkozy s'annonce difficile malgré le discrédit de François Hollande. Les Français ne l'attendent pas, ne l'espèrent plus et en même temps à droite d'autres figures ont émergé. Donc il ne sera pas De Gaulle en 58. Pour autant, il ne sera probablement pas non plus Giscard en 81 ou à d'autres moments d'ailleurs, qui à chaque fois a raté son retour. L'ex-chef de l'État devrait occuper l'espace médiatique tout le week-end. Pourtant, dans un premier sondage, 55% des Français estiment que son retour est une mauvaise chose. Sur le continent africain, en Guinée, c'est le choc après la lapidation par des villageois de 8 membres d'une équipe de sensibilisation contre l'Ebola et de 3 communicateurs. Les faits ont eu lieu vendredi au village Womé. La plus grande indignation est venue des associations de journalistes. Des explications avec Dina Koussou. 8 membres d'une équipe de sensibilisation contre l'épidémie Ebola ont été tués dans la nuit de jeudi. La délégation conduite par le gouverneur de Zéré-Koré était en mission de sensibilisation au village Womé. Contre toute attente, elle a été accueillie à coups de pierres et de bâtons. Depuis le début de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, c'est la première fois qu'une réaction d'hostilité des populations pour des actions officielles menées contre la maladie se termine par des assassinats en Guinée. Parmi les victimes, il faut compter le sous-préfet de Womé, le directeur préfectoral de la santé de Zéré-Koré, le directeur adjoint de l'hôpital régional de Zéré-Koré et le chef du centre de santé de Womé. Les 4 autres sont un pasteur et 3 employés de médias, dont 2 techniciens de la radio rurale de Zéré-Koré et un journaliste d'une radio privée. Cet assassinat a donné lieu à une grande indignation des hommes des médias. 3 associations représentant les médias guinéens ont condamné cet acte de barbarie sur leurs confrères. Une enquête sur cette affaire a été aussitôt ouverte. En Sierra Leone, les 6 millions de personnes vivant dans ce pays se trouvent depuis hier assignées à résidence pour une campagne de 3 jours. Décrétée menace pour la paix et la sécurité internationale par l'ONU, l'Ebola s'est rapidement installé et propagé en Sierra Leone. Le gouvernement espère, à travers cette campagne, diminuer les risques de contamination et de décès. Aziz Maïga pour le compte rendu de ces faits. Les rues de Freetown étaient désertes vendredi, parcourues uniquement par des véhicules utilitaires et des urgences.
Ici, la population est autorisée à sortir pour des courses vitales, comme aller chercher de l'eau ou encore aller prier après 18 heures. Le but de cette opération controversée est la prise de conscience des populations, un enjeu vital tragiquement illustré en Guinée voisine par le sort de 8 membres d'une mission de sensibilisation tués par des villageois. 1,5 million de foyers doivent être visités et près de 30 000 volontaires mobilisés. Leur mission est de distribuer à chaque foyer un savon, de transmettre des informations sur Ebola et d'installer des comités de veille, mais pas d'entrer dans des domiciles. Au cours de la première journée, l'accueil a été plutôt favorable. Pour le président sierra-léonais Ernest Koroma, cette campagne de 3 jours ne mettra pas un terme à elle seule à l'épidémie Ebola, mais si tout le monde suit les recommandations des équipes de sensibilisation, elle contribuera beaucoup à inverser la tendance d'accélération de la transmission. Les spécialistes de santé publique doutent de l'efficacité de mesures aussi coercitives qui risquent de nuire à la lutte en sapant une confiance déjà fragile entre population et professionnels de santé. Avec le Libéria et la Guinée, la Sierra Leone est l'un des 3 pays les plus durement frappés par l'épidémie qui a fait plus de 2600 morts depuis le début de l'année, selon le dernier bilan de l'OMS. On change de sujet et on reste en Afrique de l'Ouest, au Togo notamment, où la lutte contre la piraterie s'accentue. Une nouvelle réunion s'est tenue à Lomé vendredi. Au cours de celle-ci, le président Faure Gnassingbé a invité l'armée et le gouvernement à se dresser contre les pirates qui sillonnent le golfe de Guinée, notamment les côtes togolaises. Reportage de notre confrère Kokou Tadegnon d'Afrique Actualité. Les autorités togolaises s'engagent à lutter sans relâche contre la piraterie maritime. Un fléau qui connaît une aggravation dans le golfe de Guinée et si l'on y prend garde, la piraterie pourrait mettre en péril la sécurité, la stabilité et l'équilibre économique des pays de la sous-région est-africaine. Depuis que cette menace est apparue et s'est matérialisée par les attaques contre les navires en haute mer, naturellement nous nous sommes mobilisés, mais les pays amis nous ont aidés à travers des conseils, mais également la mise à notre disposition du matériel. Le Togo s'est doté de moyens importants pour assurer la sécurité de ses côtes. La Marine nationale est dotée de moyens capables et susceptibles d'assurer cette mission d'action de l'État en mer. Mais le pays entend accroître ses actions avec la mise en place du Haut Conseil pour la mer, réuni pour la première fois jeudi à Lomé. Le Haut Conseil a pris les mesures suivantes. Doter le pays, à Lomé et à Kwémé, d'une tour de surveillance maritime équipée de moyens de détection et de communication modernes. Intensifier les patrouilles maritimes et aériennes sur les routes d'approche de Lomé, avec la création de routes de la mer recommandées et sécurisées. Lomé, dont la rade abrite en moyenne plus de 70 navires par jour, entend être désormais incontournable dans la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Voilà, on quitte l'Afrique de l'Ouest pour l'Afrique centrale. La révision de la loi fondamentale en RDC dresse désormais le gouvernement et l'Église catholique l'un contre l'autre. Le ministère des Médias et porte-parole du gouvernement s'insurge contre la conférence épiscopale du Congo au sujet de la lettre que celle-ci a rendue publique récemment pour dénoncer la révision constitutionnelle. Pour le porte-parole du gouvernement, les évêques affichent une position variée et parfois contradictoire sur ce projet. Lambert Mende a invité les évêques qui veulent faire de la politique en RDC à créer des partis politiques. Reportage de nos confrères d'Afrique Actualité. Après la déclaration des évêques catholiques de la RDC du 14 septembre dernier pour dire non à la révision de la Constitution en son article 220, le porte-parole du gouvernement congolais est visiblement déterminé à en découdre avec la Commission épiscopale nationale du Congo. Lambert Mende, ministre des Médias, dénonce devant la presse les manœuvres des évêques catholiques de la RDC qui, selon lui, cherchent à tout prix non seulement à se substituer aux compatriotes congolais, mais également à arrêter la circulation des idées et l'évolution des institutions de la RDC. Nous ne reconnaissons pas à une confession religieuse le pouvoir de donner des injonctions à nos électeurs, à notre peuple, même lorsqu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas leur rôle et nous combattons cela. C'est à nous qu'on a donné le mandat, ce n'est pas à eux.
Le cercle des refus pour modifier la Constitution s'élargit. Les acteurs politiques de l'opposition estiment que le discours des évêques du Congo est significatif, surtout que cette position a été prise d'abord par le président du Sénat congolais lors de son discours à l'ouverture de la rentrée parlementaire. L'opposition congolaise pense que la RDC ne peut jamais s'élancer sur des pistes pour satisfaire les sentiments des personnes. Les amis de la majorité, bien entendu, ils forcent la note, je les comprends, c'est peut-être par excès des airs, mais je ne pense pas que les chefs de l'État, dans son fonds propre et personnel, envisagent de changer cette constitution. Je ne pense pas. Ce sont eux qui le poussent, mais je crois qu'il n'est pas dupe, il va certainement bientôt se prononcer ouvertement pour qu'on ne change pas la constitution, parce que cette constitution est gage de la stabilité de notre pays. Ce qui est sûr, il faut craindre les débuts d'un bras de fer entre la majorité présidentielle d'une part et l'opposition politique, société civile et l'Église catholique d'autre part. Le prochain jour s'annonce riche en rebondissements. En Europe, le nom écossais à l'indépendance fait des heureux, évidemment, sur ce continent. Le gouvernement espagnol, qui fait face au mouvement indépendantiste de la Catalogne, s'est félicité de la victoire du non au référendum dans ce pays du Royaume-Uni. C'est l'essentiel du message livré par le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, qui a affirmé que les électeurs ont fait le choix entre la ségrégation et l'intégration, entre l'isolement et l'ouverture, une occasion de désamorcer évidemment la bombe catalane. Les détails avec Dina Koussou. Le référendum sur l'indépendance de l'Écosse était surveillé de très près par les autorités espagnoles. Après la publication officielle des résultats, le chef du gouvernement espagnol qui fait face à la menace catalane s'est réjoui de la victoire du non. Nous sommes heureux que l'Écosse continue à faire partie du Royaume-Uni. Nous nous félicitons qu'elle continue à lui apporter sa grandeur, sa cohérence, son développement. Mariano Rajoy a profité de cette occasion pour préciser les principales conséquences qui auraient découlé de cette séparation. Grâce à leur décision, les Écossais ont évité les graves conséquences économiques, sociales, institutionnelles et politiques qu'aurait supposé une séparation du Royaume-Uni et de l'Europe. Alors que les indépendantistes catalans espéraient profiter des retombées d'un éventuel oui des Écossais, la victoire du non vient briser leur élan et rassure inévitablement et pour un long moment le camp du gouvernement espagnol. La page culture de cette édition d'information, on reste évidemment en Espagne tout en étant en France puisqu'on parle de Picasso. Après 5 ans de travaux et 3 mois de remue-ménage, à sa tête, le musée Picasso à Paris rouvre ses portes le temps des journées du patrimoine ce week-end. L'occasion pour les visiteurs de découvrir l'hôtel Salé et une dizaine d'œuvres du maître espagnol en avant-première. Avant la réouverture officielle, le 25 octobre prochain, un reportage de nos confrères de l'agence France Presse. Terminé les querelles de ces derniers mois. Claude Picasso, fils de Pablo Picasso, a réussi à convaincre Anne Baldassari, l'ex-présidente du musée, limogée au printemps, de revenir pour installer les œuvres du musée Picasso rénové, qui ouvre officiellement fin octobre. On ne peut que se réjouir de ce qui va se passer à partir de maintenant. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est l'accrochage qui se termine. Déjà en place, ce collage de 1938, le plus grand jamais réalisé par le peintre espagnol. Mais pour le voir, ainsi que la dizaine d'autres œuvres déjà accrochées sur les 400 que doit contenir le musée, les amateurs ne disposent que de 2 petits jours, le temps des journées du patrimoine ce week-end. Je crois que ça sera la petite prime à celles et ceux qui souhaiteront faire la queue. Ils viendront pour voir une très belle architecture du XVIIe siècle, un magnifique réaménagement de Jean-François Bodin, mais aussi quelques très grands chefs-d'œuvre en avant-première de Picasso. Une visite pour les amateurs d'art et d'architecture donc. L'hôtel Salé, hôtel particulier au cœur du quartier du Marais, est emblématique du style baroque. Ici, autour de moi, vous voyez ce qui reste principalement du XVIIe siècle, c'est-à-dire les décors sculptés commandés par Pierre-Robert de Fontenay, qui était fermier général des Gabelles. C'était un grand financier, en fait, qui n'y a vécu que peu d'années, parce qu'il a chuté avec Fouquet. Métamorphosé, apaisé, l'hôtel Salé espère accueillir plusieurs milliers de visiteurs ce week-end. Ces journées du patrimoine s'achèvent donc ce dimanche chez le voisin belge. L'honneur est plutôt au chocolat, considéré comme un patrimoine national. Le chocolat dispose à présent d'un nouveau musée à Bruxelles.
Il est installé dans une ancienne chocolaterie où une exposition permanente et des ateliers et espaces de dégustation permettent de découvrir les dérivés de la fève de cacao sous toutes ses formes. Le chocolat a désormais une tribune qui lui est entièrement consacrée. Le Belgian Chocolate Village, ou musée du chocolat belge, a ouvert ses portes samedi au public de Kokelberg, un quartier situé un peu en dehors des circuits touristiques au nord-ouest de la ville. L'occasion pour les chocolatiers de démontrer leur savoir-faire et pour les consommateurs de mieux aimer cette gourmandise. C'est une occasion pour nous de partager tout ce qui concerne notre passion, tout ce qui concerne le chocolat, de rencontrer de nouvelles personnes qui s'y connaissent déjà, qui sont déjà amateurs ou d'autres qui n'y connaissent rien. Et c'est une fête pour nous et c'est une chance de pouvoir communiquer par rapport à notre passion. Ici, la scénographie retrace aussi bien l'histoire du cacao que celle de la chaîne de production du chocolat, de la cueillette du fruit généralement en Afrique à la transformation. Au-delà de tout plaisir que procure la consommation du chocolat, elle a aussi des vertus particulières. Le chocolat, par exemple, on dit qu'il est bon pour déstresser les gens. C'est d'abord parce que c'est un moment de plaisir. Mais en plus de ça, si vous voulez, au plan purement médical, il est même bon pour les dents, contrairement à ce qu'on croit, à cause de ce qu'il contient. Le chocolat, il y a des vitamines. Le chocolat est même bon aussi pour le cœur, parce que c'est le bon cholestérol qui est favorisé, etc. Grâce au talent des pâtissiers et fabricants de biscuits de Geny, la passion des Belges pour le chocolat ne s'est jamais démentie depuis le XXe siècle. Le chocolat figure en bonne place au panthéon de la gastronomie belge, aux côtés des frites et de la bière. Nous terminons ce journal avec une note sportive. Les villes qui accueilleront l'Euro 2020 sont désormais connues. Londres et son mythique stade de Wembley ont été choisis pour accueillir les deux demi-finales et la finale de cette compétition qui se jouera dans 13 villes en partant de l'Espagne jusqu'en Azerbaïdjan. Michel Zueyi pour le compte-rendu. Le verdict est tombé. Après avoir épulché pas moins de 19 candidatures, le comité exécutif par la voix de Michel Platini a désigné le vendredi 19 septembre Londres et son stade Wembley pour accueillir la finale et les demi-finales de l'Euro 2020 qui se joueront dans 13 villes de 13 pays différents. Le grand Euro 2020, version pan-européen, voulu par Michel Platini, s'étendra depuis l'Espagne jusqu'à l'Azerbaïdjan, un pari osé qui satisfait tout le monde ou presque. Je voulais aussi que cette compétition tourne un peu dans toute l'Europe et vous avez vu qu'aujourd'hui ça va de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, donc c'est vraiment des très bons choix qui ont été faits par le comité exécutif. Je connais le côté festif, la façon de recevoir des Anglais le football européen pendant une semaine et j'espère que Londres sera à la hauteur pour que tous les amoureux du football puissent passer une semaine magnifique. Malgré cette joie, Michel Platini ne saurait justifier pourquoi l'Allemagne a retiré sa candidature, alors que le stade de Munich avait également postulé pour abriter cette compétition. Je ne sais pas pourquoi l'Allemagne s'est retirée juste avant. Peut-être qu'il y a des accords entre l'Angleterre et l'Allemagne pour 2024 ou 2028 ou 2032. Selon plusieurs sources anglaises et allemandes, un accord a en effet été trouvé entre les deux pays. Ces derniers ont ainsi accepté de ne pas faire de l'ombre à Londres afin de s'assurer le soutien des Anglais en vue de l'Euro 2024. Cet accord prévoit également un appui allemand pour l'organisation de l'Euro 2028 en Angleterre. Munich, Bakou, Saint-Pétersbourg et Rome ont chacun obtenu l'organisation d'un quart de finale ainsi que 3 rencontres de phase de groupe. Un concept novateur destiné à permettre à des petits pays de pouvoir prétendre à l'organisation d'un tel événement et de fêter les 60 ans d'un championnat d'Europe exceptionnel. Voilà, pour parler justement de l'Afrique, en termes de sport et de football notamment, il faut retenir que le Cameroun va organiser la CAN 2019 et la Côte d'Ivoire la CAN 2021. C'est sur cette note sportive que s'achève cette édition d'information. Demain à 13h, Marina Mendeman. Je vous donne rendez-vous à 20h. Au revoir et à très bientôt.